Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass où j'accueille un invité. Alors attention, en chiffres, ça risque de vous secouer un petit peu. Donc j'accueille Valentin Doliger qui est directeur général d'un cabinet qui s'appelle Orcom. Orcom, c'est un cabinet d'environ 1500 collaborateurs, présent à la fois en France, mais aussi avec des implantations à l'international, US, UK et en Asie. Vous êtes parmi les 15, parmi le classé top 15 des cabinets euh, en France. Et puis, vous avez un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros de CA sur les derniers chiffres que j'ai. Et puis, Valentin, toi, tu as une expérience où tu es directeur général depuis 2015, mais tu es rentré aussi au sein du cabinet et puis tu es devenu associé quelques années par le passé. C'est aussi intéressant de voir comment tu as évolué au sein de ta carrière. Donc, tu as aussi quand même beaucoup de responsabilités. J'aimerais absolument qu'on puisse parler dans le cadre de cet épisode de comment on fait des stratégies de build-up, beaucoup de stratégies de croissance externe, parce que c'est ce que aussi vous avez fait et comme c'est la manière aussi dans laquelle vous avez développé votre croissance. On parlait juste avant d'appuyer sur le bouton on de financiarisation, de concentration du marché dans les cabinets d'expertise comptable. Ça m'intéresse beaucoup que l'on parle de ça, de factures électroniques, de conseils, parce qu'il y a la production de la compta, mais demain, ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que des grands cabinets comme les vôtres peuvent être des modèles pour qu'on puisse aussi, pour des plus petits cabinets, savoir comment on fait. Je parle beaucoup. Bienvenue, Valentin, dans cet épisode. Bonjour Nicolas et merci de m'accueillir dans cet épisode, cette masterclass. Avec grand plaisir. Alors, déjà, je commence. Mes chers amis, ceux qui n'ont pas fait le travail et les devoirs, sachez que 80% des gens qui écoutent ou regardent cet épisode ne sont pas abonnés, ne mettent pas les 5 étoiles. Mettez, s'il vous plaît, les 5 étoiles. Parce qu'en fait, vous me donnez de la dopamine et ça me donne beaucoup d'énergie pour aller chercher des invités comme Valentin aussi. Donc, s'il vous plaît, mettez pause et allez mettre les 5 étoiles. Ça me ferait énormément plaisir. Alors, Valentin, j'aimerais te poser une première question. Alors d'habitude, je te demande qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la profession comptable, etc. Mais là, je vais pas commencer par ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est finalement, c'est quoi le vrai métier d'expert comptable? Quelle est la juste valeur du métier d'expert comptable slash commissaire aux comptes? Ou si on allume Internet, on pourrait se dire, oula, il est pas exceptionnel. Par contre, quand on regarde les sondages, c'est quand même le tiers de confiance des entrepreneurs. Qu'est-ce que toi tu pourrais justement apporter parce que ça fait bon nombre d'années que tu es dans la profession? Écoute, c'est une question fondamentale finalement. Qu'est-ce qui peut te donner envie de faire ce métier-là? À partir du moment où il y a le mot comptable dans l'énoncé, c'est vrai que il y a une, il y a une orientation qui est assez forte. Moi, j'ai ma pensée, en tout cas, et c'est vraiment ma conception de notre métier, c'est l'importance du rôle que nous jouons, de façon évidemment beaucoup plus globale que d'être voilà le premier conseiller du décideur, du chef d'entreprise, de tous ceux qui sont responsables d'organisation au sens large. Évidemment, on joue un rôle déterminant, un rôle fondamental auprès d'eux, puisque et c'est comme ça en tout cas que moi j'ai compris que j'ai choisi de rejoindre cette profession, c'est être à côté d'eux dans évidemment dans les bons moments, quand ça va bien, quand il faut faire des choix, aller de l'avant, investir, embaucher, sécuriser, grandir, etc. Mais aussi quand évidemment les choses sont un peu moins bien orientées et j'allais dire que c'est un petit peu notre actualité du moment, donc dans une conjoncture évidemment moins favorable avec un certain nombre d'aléas, d'instabilités, d'incertitudes. Voilà comment on fait face, comment on fait front, comment peut-être on pousse parfois aussi nos clients à justement à ne pas tomber dans cette période un petit peu trouble, aller de l'avant. Donc c'est voilà ce rôle à côté, mais voilà ce que je voulais dire, c'est que finalement c'est pas que ça, c'est par extension finalement, puisque on est un peu aussi ce témoin, mais c'est un témoin actif finalement de l'économie, puisque on y joue un rôle vraiment essentiel et fondamental, notamment sur ce tissu d'entreprise qui est celui de la PME de croissance, les groupes de PME, voire les ETI, mais aussi la TPE. Donc on est voilà, on est vraiment au cœur de cette économie-là, économie de terrain, économie de proximité, et comme on sait que l'économie est le poumon de la société, voilà, si on va jusqu'au bout du raisonnement, on peut dire, et en tout cas c'est ma conviction par rapport à ce métier-là, que l'expert comptable joue un rôle vraiment fondamental dans la société.
hier soir, je regardais. Alors, franchement, je pense que ça fait des mois que je n'ai pas fait ça. Par contre, hier soir, je l'ai fait. J'ai allumé le journal de 20 heures et, bah, j'ai regardé qu'est-ce qui se raconte. Donc, la chute de François Bayrou, bon, bref, tout le tralala et tous les signaux et tous les alarmes que peuvent faire les journaux. Et à ce moment-là, il y a un petit reportage qui montre deux types d'entrepreneurs. Apparemment, quand il y a des doutes dans l'activité économique, bah, il y a beaucoup moins de ventes de voitures. Donc ça, je ne le savais pas. Euh, Toi et Orcom, qui est au contact des dirigeants, c'est quoi, selon toi, en 2025, 2026, quelles sont les grandes inquiétudes que peuvent avoir les entrepreneurs? Quelles sont aussi les difficultés auxquelles ils font face? Est-ce que ce serait aussi intéressant que derrière un bilan, un compte de résultats, bah, il y a des hommes et des femmes qui se battent, mais c'est quoi leur psychologie aussi, euh, et quels sont un peu les signaux faibles que toi tu pressens? Alors, en fait, cette période, elle est contre nature pour les entreprises, pour les dirigeants, puisque le contexte finalement est fait d'instabilité, de changement en permanence. Bon, l'actualité évidemment est brûlante par rapport à la tombée du gouvernement en place. Tout ça évidemment est pas propice à la confiance dont les entreprises ont besoin pour avoir de la projection sur du long terme. Et finalement, la logique, c'est contre nature, puisque la logique même d'entreprendre, c'est d'avoir cette capacité finalement à parler de modèle économique. Et un modèle économique, c'est quelque chose qui se construit sur un horizon moyen-long terme, à minima. Hmm. Et le moyen-long terme, c'est des investissements pour le plus souvent, évidemment en fonction des secteurs d'activité, on n'aura pas du tout la même intensité en investissement et en capital investi, mais c'est cette capacité, encore une fois, à aller de l'avant, à se projeter et à investir. Donc voilà, cette période évidemment troublée fait que c'est humain. Voilà, on a ce positionnement attentiste. C'est ce qu'on observe depuis bien trop longtemps, depuis des mois maintenant, et qui paralyse finalement cette économie et cette conjoncture qui reste atone, voire en récession dans certains secteurs d'activité, hein, comme le bâtiment, le BTP, qui sont évidemment frappés depuis déjà voilà, vraiment beaucoup de mois. Et comme on sait que c'est un secteur déterminant pour notre économie, c'est compliqué. Donc oui, période contre nature, puisque le propre du chef d'entreprise, c'est de faire des choix, et en ce moment, ils ne les font pas, voilà, compte tenu de ce contexte lourd et incertain. Donc c'est-à-dire ils attendent en fait, ils regardent qu'est-ce qui va se passer, une loi ou un truc comme ça. Bah, oui, tout à fait. Quand on est dans un jeu, faut connaître les règles. Je sais pas si c'est, Hmm. mais voilà, c'est pour la comparaison. Mais finalement, quand on évolue dans un environnement, ou en tout cas dans ce jeu, on a besoin d'en connaître les règles. Mais si les règles changent en permanence, c'est évidemment très compliqué de faire des choix qui peuvent engager une organisation sur plusieurs années si on n'est pas, enfin, si on n'a pas un minimum de visibilité ou en tout cas de confiance dans le fait que ces règles ne vont pas évoluer dans des proportions en tout cas significatives. Donc on parle des règles fiscales, des normes d'une façon générale. On a aussi une actualité importante en ce début d'année à ce titre. Donc voilà, tout ça évidemment est compliqué, et ne pas oublier non plus que euh, la France, oui, c'est important, mais la France n'est pas isolée du reste du monde, et la compétition, elle se joue au niveau mondial. Hein, et ça, c'est pas une situation, une réalité de 2025, c'est une réalité déjà depuis de nombreuses années. Donc on ne peut pas non plus faire comme si nous étions voilà, seuls ou isolés de ce monde. Il faut composer aussi avec les grands équilibres mondiaux qui sont aujourd'hui, qui s'imposent aussi à nous aujourd'hui. Merci pour cet éclairage, Valentin. Euh, Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu aussi de la construction de Orcom sur la dernière décennie, tu vois, à partir du moment où tu as pris la direction générale. Est-ce que tu pourrais nous faire un espèce de résumé sur euh, le cabinet que tu as pris, entre guillemets, dans les mains, et puis quels ont été, par exemple, je sais pas moi, les grands virages qui ont été gagnants, quelles sont les bonnes stratégies que vous avez prises, justement pour atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui, mais aussi pour contrebalancer, parce que c'est bien d'avoir une vision équilibrée des choses, quelles sont aussi les erreurs utiles que vous avez pu faire qui, justement, vous ont permis de progresser finalement. Alors je pense que ce qui nous a permis de faire ce parcours en mouvement, c'est d'être structuré et d'avoir finalement un projet d'entreprise
Hein, nous, on aime souvent, on parle souvent d'entreprise quand on parle d'Orcom. On parle pas de cabinet. C'est voilà, c'est en tout cas c'est notre vision, notre conception de notre organisation. Donc c'est un projet qui s'est construit évidemment autour d'une communauté d'associés évidemment qui partagent qui partagent des valeurs, une vision commune, justement centrée autour de ce projet d'entreprise, avec une direction collégiale, puisque évidemment j'en ai pris la direction générale en 2015, mais je ne suis pas seul. Hein, on a une équipe évidemment alors assez resserrée, mais finalement très soudée aussi dans cette vision-là dans ce parcours-là. Nous, ce qu'on aime, c'est quand ça bouge, voilà, parce que le mouvement, c'est de l'apprentissage, c'est des remises en question, c'est des rencontres, mais toujours avec quand même cette volonté finalement, évidemment, de parler à nos clients, puisque sans nos clients, nous n'existerions pas. Donc, adapter nos offres et avoir une vision marketing assez poussée, assez avancée. Chez Orcom, on n'a jamais de tabou, en tout cas de réserve quand on parle commerce, puisque bah, quand on est une entreprise, on a aussi besoin d'avoir une vision marketing, une vision commerciale des sujets, mais aussi une offre qui soit dynamique et qui soit vraiment en prise avec l'actualité. On a travaillé beaucoup et justement depuis 2015 sur l'approche des spécialités. Hein, on a appelé ça les pôles de compétences. Chez nous, c'était une démarche qui était très structurée autour voilà, de grandes spécialités, que ce soit sur des domaines de compétences en particulier, mais aussi des domaines sectoriels sur lesquels on a une expertise forte et qu'on voulait transformer. Accompagner aussi évidemment les jeunes, la jeunesse, hein, qui est aussi un des piliers de notre organisation. Bon, moi j'en suis évidemment une illustration, puisque j'ai fait tout mon parcours dans l'entreprise en démarrant comme junior et ensuite en pouvant embrasser les responsabilités qui se sont présentées les unes après les autres. Donc voilà, on aime ces parcours-là, on offre cette possibilité-là à tous ceux qui nous rejoignent évidemment de faire ce parcours-là à la vitesse qui convient. La seule bonne vitesse dans un parcours, c'est celle qui convient aux deux parties. Donc pour ça, bah, il faut l'échange, il faut la communication. Donc voilà, les grands piliers, c'est ça. On a aussi peut-être quelque chose qui nous a structuré, et je reviens sur cette vision, cette démarche d'entreprise, c'est la qualité. On avait été chercher une certification ISO, mais ça date d'il y a plus de 20 ans, puisque c'était en 2000, certification ISO qui nous a aussi aidé de par la norme, la norme ISO à structurer une démarche d'entreprise autour de fonctions clés, de fonctions support, les ressources humaines, la sécurité informatique, le processus d'offre, le processus commercial, la qualité évidemment qui manage qui monitore tout ça. Donc ça c'est aussi évidemment un marqueur fort de notre organisation. Voilà, donc ça c'est quelques clés qui sont structurantes pour nous. Innovation, premier pilier de notre stratégie, notre démarche RSE. Évidemment, voilà, il faut être en avance, pas trop, essayer de trouver le bon tempo, donc pour pas non plus, voilà, partir à l'aventure. On est dans un métier aussi où nos clients attendent de nous quand même de la sécurité avant tout, mais voilà, être dans le bon tempo et c'est ça qui est pas toujours facile. T'emploies un terme que, alors, j'ai assez peu entendu au sein des invités que j'ai pu avoir, peut-être, mais j'en ai pas le souvenir. Tu dis, on parle pas de cabinet, on parle de projet d'entreprise. Est-ce que dans l'esprit, tu vois, parce que le marché de l'expertise comptable, 70%, ce sont des petits cabinets ou des cabinets de moins de 10 collabs. Est-ce que c'est pas une manière aussi de casser le verrou pour voir un peu plus grand, d'avoir ce verbatim-là? Bah, il y a oui, je sais pas si nous on se plaît, on se reconnaît, voilà, dans ce terme-là, parce que l'entreprise, ça rejoint évidemment ce qu'on connaît chez nos clients, cette volonté d'avoir vraiment cette volonté de se projeter, d'aller de l'avant, d'être euh, dans l'entrepreneuriat. Voilà, et ça, c'est voilà, quelque chose qui nous convient bien. Évidemment, je n'aurais pas la légitimité ni la prétention de dire que c'est le meilleur modèle. En tout cas, c'est le modèle que nous on a choisi, qu'on développe et qui, voilà, en tout cas nous permet de faire ce parcours-là avec sérénité, avec tranquillité, avec plaisir,
avec, je pense, impact dans les territoires où nous sommes installés, voilà, pour faire face à toutes les situations qui se présentent à nous. Euh, donc oui, on est content en tout cas de ce modèle-là, voilà. Et je pense qu'il Euh, est vraiment assez singulier. Voilà. Il y en a d'autres, hein, évidemment. si on pourrait juste prendre le nectar de cette réussite et cette croissance, j'ai bien compris que c'est la fusion de plusieurs éléments qui fait qu'on arrive 10 ans après à ce niveau de résultat. Mais selon toi, ça a été quoi là ou peut-être les deux ou trois grandes stratégies gagnantes qui ont permis justement à Orcom de progresser au fil des années? Alors, il y a eu, je vais remonter un peu loin, mais finalement, souvent, c'est quand même quand comme c'est une entreprise qui a 45 ans. Donc, Hmm. c'est un âge presque le mien. Donc, donc c'est un âge, on va dire, de peut-être déjà de sagesse, en tout cas de peut-être aussi d'une certaine maturité, mais une date un peu. Alors, évidemment, j'étais pas encore dans l'entreprise à cette époque-là, mais en 1995, c'est pour dire que finalement, quand même, les fondamentaux d'une organisation hum, s'ancre finalement originellement, c'est le choix d'aller vers une démarche de conseil. Et en 1995 a été créé ce qu'on a appelé genre comme les produits conseils. Voilà, donc c'était cette idée finalement d'associer quelque chose, un produit, quelque chose de matériel, quelque chose qui à l'inverse ne l'est pas, le conseil qui est immatériel, pour essayer de rendre justement quelque chose d'immatériel, de le rendre tangible, de le rendre repérable, de le rendre accessible à travers cette démarche des produits conseils. Donc finalement, cette volonté de ne pas être que dans la facilitation réglementaire, fiscale, sociale, juridique, mais aussi d'être dans cette dynamique et cette posture de conseil, finalement, elle est quand même assez ancrée profondément dans nos origines. Donc ça, c'est évidemment un temps très fort. Il y a eu ce choix ce choix volontaire d'aller vers la certification ISO en 2000, et ensuite en 2012, on a eu cette ambition nationale, c'est-à-dire de dire qu'on était prêt et mûr peut-être pour avoir une ambition d'avoir une implantation qui pouvait s'approcher d'une implantation nationale. À ce titre, je crois que voilà, évidemment, on n'est pas partout et c'est pas un objectif non plus d'être partout. On va là où on a plaisir à aller, là où c'est cohérent pour nous d'aller. Et on a aujourd'hui, je pense, cette ambition et cette réalité de cette implantation nationale. Et peut-être en 2015, une dernière date fondatrice qui a été ancrer cette démarche des spécialités, c'est cette démarche des pôles de compétences qui nous a permis là aussi d'aller plus loin sur un certain nombre de pôles, de secteurs sur lesquels on avait envie d'aller plus loin. L'international est arrivé justement dans le prolongement de cette volonté d'être connu et reconnu sur quelques domaines de spécialité qui sont les nôtres. Alors, on en avait identifié une quinzaine à l'époque. Alors, on n'a pas été aussi vite qu'on aurait souhaité sur les 15, c'est normal. Voilà, par contre, on a effectivement, et notamment si je prends l'exemple de l'international, on a été pour le coup assez loin. Et justement, comment on arrive, parce que du coup, c'est assez précurseur, c'est assez révélateur, je trouve, des cabinets qui sont suffisamment structurés, et qui ont grossi au fil du temps, et qui ont atteint une taille critique. Comment on arrive à passer finalement de la production de la compta à, à vendre des missions de conseil, au pilotage et au conseil? D'ailleurs, ce serait quoi je sais pas moi, le top 5 peut-être des missions de conseil que vous avez réussi à vendre, où vous avez vraiment une structure et un process qui est calibré, qui fait que, en fait, finalement, vous arrivez à faire, à générer beaucoup de valeur pour peu de, entre guillemets, peu de travail, même si c'est pas le bon terme que je vais employer, mais en gros, c'est efficace et efficient parce que vous avez acquis les compétences dessus depuis longtemps. Le conseil, c'est le plus difficile. Je crois que il n'y a pas un expert comptable qui n'a pas reçu un jour un prospect qui lui a dit finalement, bah moi, j'ai envie de changer parce que mon expert comptable ne me conseille pas. Je n'ai pas de Tu conseil. m'étonnes. Donc, de toute façon, on est tous confrontés à cette situation-là et finalement, à chaque fois qu'on entend un prospect enfin, qu'on rencontre un prospect qui nous dit ça, on a une petite voix intérieure qui nous dit, mais finalement, est-ce que j'ai des clients qui disent ça de moi? Donc, on espère évidemment que c'est pas le cas, même si ça oblige du coup à s'interroger sur sa posture. La posture de conseil, c'est une posture d'écoute, finalement, d'écoute active, c'est-à-dire finalement, c'est toujours nos clients qui ont la clé de tout. On n'a jamais vendu de mission de conseil à une entreprise qui n'en avait pas besoin. Ça, on sait pas faire. C'est pas notre construction, c'est pas notre formation, c'est pas
Enfin, globalement, je parle. Oui, Mais c'est pas l'ADN de la profession, c'est vrai, hein. Là, c'est important ce que tu pointes du doigt. Non, et c'est pas des vendeurs de rêves, quoi, les experts comptables. non, exactement. Nous, on est dans le pragmatisme, la réalité, mais l'enjeu pour notre profession, c'est pas de regarder derrière, alors que finalement, la comptabilité nous enferme à regarder derrière, puisqu'on est les comptables finalement d'opérations passées. Et c'est souvent là où finalement on n'est pas dans cette posture de proactivité, de conseil, et c'est plus difficile finalement. Donc, il faut être celui qui est l'expert comptable des opérations du passé, celui qui va amener cette cohérence, cette sincérité, cette régularité à la production financière et qui va donner finalement un vrai repère pour prendre les bonnes décisions. Mais voilà, ça, il faut vraiment que ce soit presque rapide finalement dans l'analyse pour ensuite être dans une projection par rapport à une situation, à un moment donné, une conjoncture, une réalité par rapport aussi, je sais pas, à l'âge de l'entrepreneur, par rapport à la situation concurrentielle, par rapport au choix d'innovation, au choix informatique, etc. Voilà. Et finalement, dans les questions qu'on va poser à nos clients, mais des questions qui doivent toujours être des questions d'ouverture finalement par rapport à leurs enjeux et par rapport à ce qui peut être aussi une difficulté, mais aussi une ambition pour eux, c'est de voilà d'arriver finalement à les faire parler et ensuite d'identifier et de saisir un sujet sur lequel évidemment on va pouvoir modéliser dans l'approche, parce que souvent nos clients ils ont des idées, ils nous identifient d'ailleurs pas toujours comme étant naturellement personne avec qui il va pouvoir échanger sur ce sujet-là. Je pense par exemple à la cybersécurité. Voilà, est-ce que pour nos clients, il est naturel et évident que l'expert comptable est l'interlocuteur pour parler cybersécurité? C'est sûr que non. Donc voilà, mais évidemment au détour d'une inquiétude, de quelque chose qu'il aurait entendu, ou même d'une information proactive qu'on veut lui donner, on va pouvoir finalement saisir un sujet et puis le dérouler. Pour répondre à ta question, quelles sont les offres de conseils qui sont peut-être les plus dynamiques? euh, je vais prendre l'exemple pour moi de quelque chose et pour en vivre en ce moment parce que ça reprend un petit peu et tant mieux, c'est les transmissions. Alors les transmissions, il y a deux choses. Il y a les transmissions qui sont des transmissions de développement avec de la croissance externe, mais aussi des transmissions pour assurer une continuité d'entreprise, une continuité de modèle. Les transmissions familiales sont souvent des exercices de style puisqu'il faut évidemment sécuriser d'abord un modèle, souvent à appréhender un contexte familial qui peut parfois être aussi évidemment empreint d'un certain nombre d'éléments extérieurs qu'il faut souvent un peu appréhender. Et là, on voit qu'on a un rôle qui est vraiment central et décisif par rapport à cette situation-là, parce qu'on va être ce facilitateur de toute cette opération qui évidemment prend sa genèse dans une volonté d'une génération de reprendre et une génération de transmettre, de trouver Hmm. évidemment les conditions pour que tout ça soit réussi. Ensuite, mais à la fin finalement de donner les contours financiers, économiques, juridiques, fiscaux, patrimoniaux qui vont donner le côté expert à cette opération-là. Donc là, on voit qu'on fait appel à toutes les spécialités qui sont les nôtres et qui permettent finalement de réussir. Et ça, voilà, on arrive au terme d'une opération comme ça prend souvent des années parce que après il y a aussi les aspects financiers, bancaires, conjoncturels. Hein, pourquoi je dis que ça reprend? Parce que finalement, on arrive un peu au bout du remboursement des prêts garantis par l'État. Donc, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui en ont eu besoin et qui étaient finalement aussi un petit peu engluées dans le remboursement de ces dettes-là et qui avaient pas la latitude, la possibilité finalement de pouvoir aller chercher d'autres dettes pour faire de la transmission. Donc voilà, ça c'est un exemple d'offres de conseils, mais voilà, pluridisciplinaires qui nous permettent vraiment d'exercer nos talents et d'être vraiment voilà cette personne clé dans la pérennité, la poursuite des organisations, finalement dans les projets d'entreprise. Voilà, on revient toujours à cette idée que voilà, nous sommes une entreprise et on accompagne des entreprises dans leur pérennité, dans leur modèle. Tu vois, là, je suis sur le site de Orcom. J'invite aussi tout le monde à aller directement aussi le visiter. Et je vois les services et les secteurs. Donc, je vois les services, par exemple, l'audit contractuel, l'examen de contrôle interne, l'audit juridique, fiscal, social, IT, la conso, la gestion, l'outsourcing, la paye, la vie des entreprises, l'acquisition, par exemple, aussi, la restructuration. J'en passe parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Euh, Quand on développe, après, il y a aussi les secteurs aussi, que je précise, hein, aussi le secteur public, médico-social et tout. Euh, Quand on va aller adresser un nouveau marché, vous le faites comment? Vous dites, bon, on teste, c'est parce qu'il y a des besoins
émanent des clients, il y a des demandes internes. Comment on se dit, bah, ça, on met ça sur notre site internet? Et est-ce que juste on met le site internet et puis après on essaye de bidouiller une offre, on a déjà structuré les éléments? Parce que dans le monde des startups, bon, on essaye, on voit ce qui se passe et on exécute, mais comment justement ça émerge ça, ces missions-là? Et c'est cette proposition de service plutôt. Alors ça résulte évidemment d'un travail de veille permanent hein, pour Mmh. bien comprendre les évolutions, les enjeux qui sont celles de nos clients et du coup qui méritent et nécessitent finalement qu'on se structure et qu'on se dote des compétences suffisantes. Donc ça rejoint cette démarche des produits conseils que j'ai évoqué finalement dans la construction originelle de notre entreprise. Euh, et la démarche qualité, puisque finalement la création d'une nouvelle offre résulte d'un processus qui est quand même bien encadré justement par les choix que nous avons faits et qui finalement fait que si cette offre à la fin est inscrite dans notre catalogue et finalement elle est visible notamment sur notre site internet, c'est que cette offre elle repose sur ce processus qui a permis finalement d'en identifier une démarche. Hein. On a un processus qui a été modélisé, euh, l'identification de spécialistes, puisque voilà, on peut pas proposer un nouveau plat à la carte si on n'a pas le bon chef cuistot pour pouvoir Ah, tu m'étonnes. le réaliser. Voilà, et il faut qu'on ait des chefs au bon niveau, expérimentés. Souvent, il faut des outils, hein, donc le choix d'un système, d'un logiciel, voilà, la modélisation de modèles de rapport qui vont nous permettre aussi d'aller justement dans ce côté tangible que j'évoquais tout à l'heure. Souvent, c'est le livrable. Finalement, on donne du corps à quelque chose qui par essence n'en a pas parce qu'on a modélisé finalement ce qu'on va pouvoir livrer à notre client. Donc c'est les modèles de rapport. Et ensuite, quand on déroule la chaîne, on va modéliser la squelette de mission, les questionnaires de réalisation, le rapport donc à la fin, un tarif, voilà, parce que le tarif évidemment c'est aussi quelque chose qui nous donne un repère pour échanger avec nos clients, hein, puisque ce qu'on produit a de la valeur et donc il faut être aussi capable de parler tarification avec nos clients et assez vite. Voilà. Donc une nouvelle offre, c'est un travail de veille, un travail processé, voilà, clairement établi, voilà. Et quand ça arrive sur notre site internet, ça veut dire qu'on a voilà, fait tout ce chemin, tout ce parcours avec une validation finale par notre COMEX, voilà, sans rentrer dans le détail de notre gouvernance, mais en tout cas, on a une validation finale par ce COMEX-là, et c'est à ce moment-là que l'offre s'installe dans notre périmètre et finalement vient, en tout cas, est disponible pour nos clients. Euh, une chose importante quand même, nous, vraiment, on se positionne sur les sujets sur lesquels on est vraiment sachant. On part pas trop à l'aventure quand même là-dessus parce que il y a un enjeu quand même de sécurité d'abord, de crédibilité ensuite, notamment dans la démarche sectorielle. Tu citais le secteur public, le secteur social et médico-social qui sont effectivement des marqueurs forts Mmh. de ce qu'on sait faire, mais il y a évidemment bien d'autres, la formation, la grande distribution, etc. Voilà, c'est des secteurs sur lesquels on est présent depuis de très nombreuses années. Voilà, c'est pas un jour on s'est dit tiens, je sais pas, le secteur de la grande distribution, c'est un secteur d'avenir ou le médico-social, on y va. Voilà, donc c'est vraiment des secteurs sur lesquels on est présent depuis de nombreuses années, mais sur lesquels on a voulu aller plus loin, euh, en recrutant des spécialistes qui sont issus du secteur, par exemple, en, en s'associant avec des organisations associatives, des observateurs du secteur, avec des syndicats du secteur, voilà. Donc voilà, en essayant en étant éventuellement auteur d'ouvrages aussi dans les secteurs, voilà. Donc on pousse la démarche de spécialité, mais voilà, par la compétence d'abord, et ensuite, voilà, une fois qu'on se sent légitime, on le pousse pour nos clients. Tout à l'heure, tu disais, la progression, je crois, si c'est le bon terme, la progression, par rapport à chacun. Chacun avance avec son propre timing ou c'était quelque chose comme ça que tu abordais tout à l'heure? Justement, dans, la démarche de management ou de formation des collabs au sein de Orcom, heu, comment vous structurez le parcours de progression des collabs? Parce que j'imagine, par exemple, qu'un collaborateur plutôt, junior ou avec peu d'expérience, bah, il va savoir faire la production de la compta et cetera, parce que c'est un peu le parcours académique et culturellement, on est un peu calibré à faire ça, sauf qu'en fait, on a d'autres compétences à côté. Comment justement faites monter en compétence les collabs pour qu'ils puissent, bah, j'imagine, aller adresser ces différentes missions et les différents pôles que vous avez à proposer à vos clients? Alors déjà, en ayant
des repères qui soient facilement accessibles pour toutes nos équipes. Donc là aussi, je vais revenir sur cette démarche qualité, puisque finalement, quand on a écrit notre propre démarche et c'est le manuel qualité qui finalement repère tout ça aujourd'hui, on a écrit un certain nombre de compétences qui étaient attendues à chaque niveau. Voilà. Et ces compétences, on les a regroupées dans trois catégories qui sont finalement ce qu'on appelle chez Orcom l'axe TCM, l'axe technique, commercial et management. Voilà. Et Hmm. donc, à chaque niveau de responsabilité dans notre organisation, il est attendu certaines compétences. D'avoir modélisé cette approche-là, alors quand je dis ça, c'est finalement assez classique, hein, c'est vraiment une approche de ce qu'on appelle la GPOT, la gestion de données des emplois et des compétences. Donc on modélise les compétences attendues et évidemment voilà, on essaie de projeter chacun de nos collaborateurs, nos consultants dans ce parcours pour que bah, ils puissent évoluer. Évidemment, s'ils en ont l'envie et l'ambition. Mais en tout cas, s'ils ont cette envie, cette ambition, il suffit de regarder le niveau de responsabilité au-dessus et ils vont pouvoir tout de suite identifier quel est le niveau attendu au-dessus en termes de compétences. Donc ça leur donne capacité finalement à pouvoir se projeter. Ensuite, comment on y arrive, comment on les accompagne, parce que il faut pas évidemment les laisser seuls. Il y en a qui ont une certaine autonomie, mais certains qui ont besoin aussi d'être accompagnés, d'être parfois un peu boostés aussi dans leur progression. Donc on a différents outils. On a le parrainage qui accompagne tout nouvel entrant au sein de l'entreprise et pendant 24 mois. Donc on a 2 ans pendant lesquels voilà, il y a un certain nombre d'entretiens qui sont réalisés avec bah, le parrain qui est la personne de proximité, mais aussi l'associé référent pour suivre ça. Là, on parle pas technique, hein, on parle pas si l'année texte fiscal est maîtrisé, mais on va parler voilà, justement évaluation des compétences sur tous les sujets qui participent finalement au développement personnel. Ensuite, il y a une phase qui est quand même dans notre profession un peu décisive, qui est la phase, et pour ceux qui en ont là aussi l'ambition, c'est le diplôme, hein, le diplôme d'expertise comptable qui reste, en tout cas de notre point de vue, un diplôme qui ferme malheureusement parfois la porte à certains talents parce que voilà, il y a cet exercice du mémoire, alors finalement qui présente certains avantages, évidemment, ça démontre aussi la motivation de le rédiger, mais voilà, souvent on a besoin justement sur ce temps du mémoire et ce passage finalement qui est toujours un peu charnière parce que si au bout des 3 ans, ça veut dire qu'on a eu 3 ans de vie dans le cabinet, dans l'entreprise. Donc on a déjà normalement atteint aussi un certain niveau de maturité ou en tout cas de responsabilité au niveau professionnel. Parfois dans une vie personnelle aussi, on peut avoir d'autres responsabilités qui viennent. Et donc finalement de conjuguer tout ça, c'est pas forcément simple. Donc c'est là où finalement, voilà, dans une entreprise où il y a plusieurs personnes qui sont dans ce parcours-là, qui peuvent aussi échanger un peu sous forme de communauté. Et chez nous, donc, on a cet accompagnement qui s'appelle, on appelle ça le carnet de route. Voilà, c'est un accompagnement un peu spécifique justement pour ces personnes qui sont dans ce temps tout à fait particulier. Voilà, j'ai fini mon stage, mais voilà, il faut que j'aille vite pour essayer de passer cette étape, se libérer de ce fameux diplôme qui est un diplôme voilà, d'un excellent niveau. Évidemment, on ne contesterait pas sa portée, mais bien au contraire, je pense que c'est un très beau diplôme, mais pour que ne pas fermer les portes qui derrière ouvrent finalement les possibilités qui sont quasi infinies. Voilà, il faut passer cette étape-là et la passer la plus vite possible. Donc voilà, on essaye d'être dans cet accompagnement, ce coaching finalement avec une relation un peu privilégiée entre le collaborateur, le consultant et puis une personne qui a déjà fait ce parcours et qui peut finalement le guider voilà, pour le réussir. Et puis souvent, hein, finalement, je vais peut-être euh, il s'agit d'avoir des points de passage. Hein, nous on dit souvent finalement aussi que c'est comme si on fait un parallèle avec le sport, c'est que finalement bah, quand on est inscrit à une compétition, quand on a donné rendez-vous à un copain dimanche matin pour aller courir, bah, on a plus de chances d'aller courir si on a donné ce rendez-vous-là que si on s'est dit tiens allez dimanche je vais mettre les baskets et puis je vais aller courir. Hein. Il y a plein d'autres paramètres qui peuvent entrer en compte pour ne pas y aller dimanche matin parce que Ah, tu m'étonnes. la veille aurait été un peu plus compliqué, ou il fait pas beau, j'en sais rien. Enfin, voilà. Mais en tout cas, si on a donné rendez-vous à un copain, on y va, parce que forcément, on va pas le décevoir. Vous êtes sur 60 sites répartis.
Euh, Comment on arrive à convertir? Est-ce que chacun fait comme il veut? Est-ce qu'on arrive à trop... Voilà, comment ça se passe et comment on arrive à gérer finalement cette organisation décentralisée? Alors Ah, c'est c'est pas simple. non, enfin, ça demande évidemment beaucoup de temps d'échange, de proximité. Je pense que Hmm. c'est ce qu'on essaie de faire évidemment avec toujours le souci, la préoccupation d'être efficace dans les temps de regroupement, les temps de rencontre. Mais la première chose, c'est que enfin que nos associés se connaissent bien, connaissent les spécialités des uns et des autres, connaissent euh, les forces pour pouvoir éventuellement les mobiliser le moment venu. Donc nous, notre modèle par rapport à ça, c'est d'abord euh, d'avoir quand même une homogénéité dans la compréhension, la connaissance de notre entreprise. Je parlais justement de cet alignement sur cette vision d'entreprise. Donc finalement, d'avoir quand même ces temps réguliers d'échange. Je vais prendre une illustration. Alors on a des temps évidemment de regroupement, on se retrouve tous, on a des temps forts, le séminaire associé, on a 3 réunions par an où voilà, on fait les points d'actualité, chaque associé pilote de sujets, présente ses actualités, etc. Le séminaire associé qui est un moment évidemment dont on va réfléchir avec un peu plus de prise de hauteur pour essayer aussi de projeter notre entreprise sur les années suivantes. Mais on a aussi un temps de coordination qui est court, une demi-heure, c'est hebdomadaire, c'est évidemment vidéo pour des soucis évidemment d'efficacité, mais voilà, on va pouvoir finalement avoir une présentation de sujets d'actualité technique, de coordination sur des actualités qui sont les nôtres, de sensibilisation si on parle de cybersécurité, etc. Voilà, et qui font que tous nos associés sont connectés. Voilà, sur une demi-heure, c'est un jour fixe, c'est un créneau fixe, voilà. Et donc ça, c'est un élément évidemment qui permet de partager un niveau d'information qui soit aussi homogène. Ça, c'est important et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un marqueur de notre organisation. Notre modèle par rapport à cette gestion multisite, c'est finalement de nous, tous nos cabinets ont le même système d'information. C'est un élément déterminant. C'est une des premières opérations quand on accueille un cabinet dans notre organisation, c'est finalement de faire profiter de notre système d'information, des choix que nous avons faits, qui sont des choix de long terme, des choix qui offrent évidemment la sécurité, la qualité dans la production comptable et la sécurité qui va avec, parce que j'insiste là-dessus, parce qu'en ce moment c'est quand même vraiment un sujet majeur. Donc voilà, le système de gestion interne qui est le nôtre, hein, c'est un système qui est propriétaire, qu'on a écrit il y a de nombreuses années, mais qu'on fait évoluer aussi au gré des cabinets qui nous rejoignent et des spécificités qu'ils ont dans la gestion du planning, de la facturation, etc. Donc voilà, le premier travail consiste à installer nos systèmes, notre système d'information, notre architecture informatique pour déjà avoir un partage, finalement avoir quelque chose qui fait que on parle de la même chose, des mêmes outils, des mêmes méthodes, des mêmes process, etc. Euh, il y a les fonctions évidemment support qui sont aussi partagées par l'ensemble de nos cabinets, donc les ressources humaines, la comptabilité, l'informatique, le marketing, la communication, etc. Ça, ce sont des grandes fonctions support et qui sont évidemment à disposition de chacun de nos sites et voilà, qui évidemment soulagent beaucoup des cabinets parce que c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de pouvoir être en capacité finalement d'être en action, en réaction par rapport à des évolutions qui sont majeures. On parlait de l'offre, voilà, produire des nouvelles offres aujourd'hui par rapport à tout ce qui arrive, c'est évidemment un travail et pour être justement le pilote de ce processus-là dans notre organisation, voilà, je sais l'effort et l'énergie que ça demande. Donc, donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, notre modèle, c'est une intégration forte avec des systèmes d'information, euh, partager un maximum d'informations pour que tout le monde ait le même niveau de compréhension et de connaissance de ce qu'on fait, de là où on va, et en même temps, pour autant, une certaine indépendance finalement, puisque les associés sont finalement très autonomes. On reste une profession libérale quand même par construction et par essence dans la gestion de leur site, dans la gestion de leur clientèle, de leurs collaborateurs, etc. Voilà, ça c'est notre modèle. Euh, Très clair. J'aimerais qu'on aborde un sujet, c'est la croissance externe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'organisations là qui commencent à se créer.
on veut devenir le top 10 dans les 10 prochaines années, on veut faire 300 millions dans X temps. J'ai l'impression qu'il y a, on le disait, une financiarisation de la profession. J'ai même l'impression que la valorisation des cabinets d'expertise comptable tend à la hausse par rapport à ce que c'est par le passé. Alors c'est assez rigolo, ça. En plus, quand on voit un peu le contexte organisationnel avec la facture électronique, euh, j'aimerais te poser deux typologies de questions. La première, vous avez fait de la croissance externe. Qu'est-ce qui est un bon deal? Qu'est-ce qui n'est pas un bon deal? Quels sont finalement les éléments sur lesquels on doit faire attention pour pouvoir intégrer un cabinet dans les meilleures conditions, à la fois pour vous, mais aussi pour la personne qui vous rejoint, ou alors peut-être qu'elle vous rejoint pas, elle s'en va. J'aimerais aussi avoir ta lecture et ton retour d'expérience par rapport à ça, et puis ta vision sur le marché, sur cette concentration d'acteurs qui, j'ai l'impression, veulent devenir de plus en plus gros. Alors sur ta première question, en fait, le, il faut que le projet plaise. Voilà, je pense que ça c'est important qu'il y ait un projet qui soit connu, qui soit partagé. Nous, on a un modèle, je vais présenter un modèle d'entreprise, un modèle d'intégration qui est le nôtre. Nous, c'est pas notre modèle, c'est pas rajouter un point sur la carte je sais pas je sais pas quelle raison. C'est voilà, nous ce qu'on veut, c'est mener un projet d'entreprise de continuité, de pérennité. La plupart du temps avec les associés ou en tout cas ceux qui veulent poursuivre l'aventure avec nous. Voilà, c'est plutôt notre modèle avec des cabinets plutôt d'une taille déjà un peu structurée parce que c'est plus facile finalement parce qu'il y a déjà une vision un peu d'entreprise qui peut être plus facilement partagée. Donc ça, c'est beaucoup plus simple évidemment. Donc c'est une affaire aussi un peu de culture. Il faut qu'on partage quand même finalement des éléments par rapport à la vision du métier, par rapport à cette voilà cette culture d'entreprise qui fait que finalement demain on pourra quand même on pourra travailler ensemble. La bonne entente, hein, il faut qu'évidemment il y ait quand même un feeling qui se crée, qui se passe avec les associés en place et qui resteront avec nous, qui participeront à ce projet-là. Voilà, ça c'est les éléments un petit peu déterminants par rapport à un choix qu'on peut faire par rapport à un développement. On a accueilli beaucoup de cabinets dans notre organisation. Je pense que voilà, on a géré des situations qu'il fallait gérer à ce moment-là avec les départs. Ça c'est la vie des entreprises, avec les sites qui quand c'était des cabinets multisites qui finalement avaient une autre vie ou en tout cas une autre destinée, avec des migrations informatiques parce que ça c'est un élément important en ce moment. Il y a des choix qui sont très importants par rapport à la production de notre métier originel, mais la production comptable. Donc ça, c'est des choix qui sont pas faciles, des modèles économiques qui se transforment aussi par rapport à la relation avec les éditeurs. Donc ça, c'est pas simple hein, pour un certain nombre de cabinets. Il faut souvent atteindre une certaine taille. Et puis ces fameuses fonctions de support, là aussi, qui nécessitent d'avoir une certaine superficie pour pouvoir aussi avoir quelque chose de cohérent. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que nous on essaye de travailler tous nos sujets. On aime le mouvement, on s'en cache pas, mais pas le mouvement à tout prix non plus. Voilà, on préfère bien étudier une opération. On fait des opérations qu'on a plaisir à faire. Voilà, j'insiste sur ce mot-là, l'envie, le plaisir. On va pas pousser une opération pour la faire à tout prix et encore une fois rajouter un point sur une carte. C'est vraiment pas notre ambition. Voilà. Par contre, d'accueillir des entreprises, des organisations, des cabinets qui ont envie de faire ce parcours-là avec nous qui ont envie finalement d'être plus solide, plus assis sur des fondamentaux pour pouvoir affronter ce monde qui bouge vite, accompagner la montée en puissance des jeunes. On a parfois aussi besoin de gérer des, des, des temporalités, puisque on a parfois des personnes qui sont en fin de carrière et et des jeunes qui sont peut-être encore un peu jeunes pour pouvoir reprendre, qui n'en ont peut-être pas aussi tout à fait l'ambition pour le moment. Donc on peut aussi gérer cette continuité, cette transition-là. Voilà, ça c'est d'autres illustrations de situations qui font que on peut être évidemment une solution. En tout cas, on peut être accueillant pour une organisation par rapport à son moment de projet d'entreprise. Est-ce que vous avez une méthode spécifique pour aller sourcer des cabinets ou alors est-ce que ça se fait, voilà, et t'aurais, je sais pas moi, un exemple à donner d'une intégration qui s'est faite, j'ai pas envie de donner le mot insolite, mais voilà, t'as un copain qui t'a présenté un expert comptable et puis vous avez commencé à discuter aux alentours d'un café et puis après les choses se sont faites peut-être un peu naturellement. Est-ce que tu aurais une expérience comme ça à nous partager? Alors, il y a quelques années, mais maintenant
pas mal d'années finalement, parce que le temps passe vite. C'est vrai qu'on était quand même dans une démarche active finalement de recherche, euh, de développement, parce que voilà, c'est quand même dans notre ADN. Mais depuis quelques années maintenant, voilà, alors, je dis pas qu'on le fait plus, mais euh, on est aujourd'hui appelé pour pour regarder des projets, pour étudier des opérations d'adossement, de rapprochement. Donc ça c'est quand même un peu différent. Alors pourquoi on est appelé? Parce que évidemment le parcours est connu, enfin en tout cas est visible pour ceux qui souhaitent le voir, mais aussi parce que ça, c'est un des piliers de notre démarche RSE. J'ai parlé d'innovation un peu plus tôt dans cette émission, mais on a un pilier qui est aussi un pilier qui est fondamental pour nous, c'est l'engagement sociétal. Et l'engagement sociétal, ça passe par des prises de responsabilité, hein. Chez nous, tous nos associés ont une totale liberté pour prendre les mandats et les responsabilités qu'ils souhaitent. Et dans cet engagement sociétal, ça peut être aussi évidemment des prises de fonction dans des instances de la profession, euh, régionales, nationales, euh, départementale, enfin syndicale. Enfin voilà, chacun peut faire un parcours évidemment qui lui plaît aussi. Et donc dans cet engagement sociétal, on est amené dans cette prise de responsabilité à faire des rencontres. Voilà. Et quand on fait des rencontres, on peut aussi donner envie à des personnes évidemment de travailler avec nous. Et c'est aussi pour ça que parfois on est appelé, on est choisi. Donc voilà, c'est ce rayonnement, cette capacité finalement à développer un petit peu sa notoriété. Donc oui, on a parfois des choses qui sont agréables, puisque quand on est appelé parce qu'on a envie de travailler avec nous, c'est vrai que c'est quelque chose de très valorisant, ça c'est clair. Est-ce que les experts comptables, de manière générale, et leurs collaborateurs, ils sont inquiets en ce moment? Est-ce qu'ils sont inquiets pour leur avenir? C'est quoi, toi, ta lecture, justement? Inquiet, ça me paraît un peu péjoratif comme mot. Ils, ils sont en tout cas dans une conscience que peut-être la profession, voilà, connaît un tournant, connaît un tournant générationnel aussi, un peu alors, démographique. À un moment aussi, ça nous rattrapera. Technologique d'abord. Et donc faire face à tout ça, c'est pas facile. Il faut atteindre quand même une taille suffisante pour pouvoir structurer des fonctions, des services, des départements qui vont pouvoir réfléchir à tout ça et pouvoir surtout proposer des solutions. Des solutions. Donc oui, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. Il y a une réalité aussi de toute façon qui est une pyramide des âges, qui font que de toute façon il y a aussi des transmissions à assurer parce que il y a des confrères qui veulent faire autre chose et aussi plus tôt qu'à une époque, c'est-à-dire que j'ai plutôt c'est plutôt en âge dans Ouais, Bouddha, ouais. on voit que là aussi c'est quelque chose, une tendance, il y a une envie de voilà de connaître parfois une vie un peu une autre vie que cette vie professionnelle intense, gratifiante à bien des égards et valorisante, mais aussi très intense et parfois voilà ne pas attendre forcément des âges très avancés pour pouvoir et avoir envie de faire autre chose. Ça, on l'observe. Voilà, je sais pas, s'il faut pas y donner un âge pivot ou un âge repère, mais j'ai l'impression qu'à 60 ans, quand même, aujourd'hui, c'est un âge voilà, où il y a, parfois même pas avant, où il y a des questions qui se posent, où on a une envie de réalisation, et voilà, tout ça, évidemment, fait que, évidemment, il y a des opportunités qui se créent, qui existent. Il y a, on l'a abordé à demi-mot, cette financiarisation finalement qui fait aussi que notre profession intéresse. Voilà, et donc ça aussi, quelque part, ça lui rend toutes ses lettres de noblesse. Si on intéresse aujourd'hui beaucoup d'investisseurs, c'est que finalement, notre profession elle est belle, elle est essentielle et elle offre cette stabilité financière d'abord, mais aussi de fonction. Et donc si les fonds, les investisseurs s'intéressent à notre profession, il y a bien une raison. Voilà, mais quelque part, ça crée aussi un ordre un petit peu différent. Ça déstabilise aussi un petit peu des repères sur les valorisations, etc. Le partage de la valeur, l'augmentation des coûts technologiques, etc. Donc c'est vrai qu'on vit ce moment où c'est pas facile. Ouais. Il y a des choix qui sont quand même assez forts à faire et il faut être voilà, je crois il faut être solide pour pouvoir les regarder en face, les affronter et être voilà être ambitieux aussi dans les choix qu'on fait. J'ai une réflexion personnelle qui me vient, tu vois. En t'écoutant, c'est vrai que, tu vois,
d'un point de vue très cliché, on pourrait avoir l'image du comptable ou de l'expert comptable qui est très sérieux, qui est rigoureux. J'ai l'impression que, bon, peut-être que ça pouvait être avoir une culture un peu moquée. Alors moi, je suis issu du sérail, donc je m'inclus à l'intérieur. Mais je trouve qu'avec ce qui se passe, tu as indiqué un mot qui redonner ses lettres de noblesse. Et c'est vrai que c'est super noble ce job d'expert comptable ou de collaborateur en cabinet où on accompagne les entreprises et c'est trop bien. Et le fait de le regarder comme ça avec cette financiarisation, ah bah tiens, on est intéressé. Du coup, j'ai l'impression que aussi, ça a charbonné pendant des années, mais du coup, il y a une espèce de valorisation, tu vois, à l'échelle plutôt générale où peut-être on prend plus de conscience. Je sais pas ce que je raconte, mais en tout cas, c'est ce qui me vient dans mon esprit à l'instant T. Et toi, pour toi, c'est quoi un peu la construction du marché? Moi, je discutais avec un expert comptable qui est éditeur de logiciels. Ah, il m'a dit, les petits cabinets, c'est chaud pour eux, quoi. Et il s'inquiète. Et il me le dit direct, et puis il s'en cache pas de le dire. C'est quoi un peu ta lecture à toi? Est-ce que finalement, ce sera beaucoup de gros, ou alors les petits pourront quand même s'en sortir, mais du coup, comment vont-ils réussir à s'en sortir? Enfin, les petits, c'est pas péjoratif, mais Non, voilà, mais ça, oui, les cabinets indépendants, non, non, il y a, on voit effectivement que, et même, j'allais dire, dans le majeur de notre profession, il y a des choix aussi qui ont été, des choix forts qui ont été faits par rapport hmm, à la séparation d'activités. Donc, il est évident que la période qu'on connaît est une période de, voilà, de choix, parfois forts, parfois tranchants, qui font que finalement, voilà, il faut prendre ce virage-là. Alors, la vision du marché, il restera de toute façon ce marché pour les majors avec évidemment des clients qui ont une taille que eux seuls savent finalement traiter et adresser. Et puis ensuite, et on le voit dans le classement de la profession, de toute façon, un certain nombre de cabinets qui sont dans des phases de mouvement, de développement, même certains de façon très rapide et qui finalement constituent un peu une strate intermédiaire, une strate solide. Moi, je vais plutôt parler d'Orcom, parler des bien autres sûr. qui sont un peu difficile. Nous, on a une taille d'entreprise de taille intermédiaire, on est une ETI, voilà, et si on regarde ce que c'est que les ETI dans le panorama des entreprises en France, mais aussi au niveau européen, c'est des entreprises on dit que c'est des entreprises de long terme et des entreprises des territoires. Voilà. Et ça, c'est vraiment une définition dans laquelle nous, on se repère bien. De long terme, c'est-à-dire avec une vision et une projection, une histoire qui a fait son ciment et lui a permis finalement aujourd'hui d'être ce qu'elle est. Et puis des territoires, puisque des territoires, c'est ça aussi qui nous donne finalement un peu cette capacité à prendre beaucoup de choses de tous les territoires qui sont autour de nous, qui participent aussi à la diversité de qui nous sommes et qui aussi nous permettent finalement d'être assez robustes, assez solides par rapport à des situations comme on vit en ce moment, puisque on a des secteurs d'activité qui connaissent des fluctuations dans leur dynamique, mais on peut aussi avoir des territoires qui rencontrent aussi les mêmes fluctuations. Donc finalement, en étant euh, intermédiaire dans notre taille, dans notre solidité, on est plus fort. Donc, est-ce que les cabinets indépendants, est-ce que les petits cabinets, mais moi non plus, c'est pas du tout péjoratif quand je l'évoque comme ça, ont un avenir. Je sais pas, je pense que c'est effectivement difficile de tout faire. Alors du coup, ça obligera peut-être ces cabinets-là à faire des choix et de peut-être, je veux pas dire de renoncer, mais peut-être de tempérer un petit peu le côté généraliste qui est finalement le propre de nos métiers. Il y aura toujours besoin, de toute façon, quand même d'un expert comptable de proximité pour, c'est-à-dire achalander une clientèle autour, mais peut-être aussi avec une spécialité sur le domaine de santé, je sais pas. Enfin voilà, des choses qui font que cet indépendant aura quand même du succès dans cette affaire. Mais voilà, c'est sûr que la pression multiple, normative, fiscale, technologique, etc., fait que voilà, demeurer demeurer indépendant, c'est peut-être plus difficile. En tout cas, c'est courageux. Euh, je rebondis exactement sur ce que tu dis. J'ai interviewé, alors au moment où on enregistre cet épisode n'est pas encore sorti, j'ai enregistré avec Jean-Philippe Romero, qui est le PDG de Compagnie Fiduciaire, et justement, il employait exactement ce terme. Les généralistes sont en danger. Parce que la spécialisation, on pourra forcément, certainement, s'en sortir quand on est plus petit. Et je connais quelques cabinets qui font ça aussi. Bah, ils font une niche marché et ils deviennent les meilleurs là-dessus. Et puis, bah, finalement, ils arrivent à capter la valeur par rapport à ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup de me partager
tout ça, Valentin. J'aurais encore quelques dernières questions à te poser avant de clôturer cet épisode. Vous êtes implanté aux US. S'implanter aux US, quand on pense start-up, c'est difficile, quoi. Donc, comment vous avez fait pour entreprendre ce chemin et comment vous avez réussi? Alors, qu'est-ce qu'il y a aux US? Est-ce que c'est un bureau? Est-ce que c'est une équipe? Est-ce que c'est juste une antenne? Est-ce que c'est une boîte aux lettres? Comment ça marche? Alors l'expérience ou l'aventure plutôt À l'aventure, alors. Ah, très bien. américaine, elle a trouvé en fait sa genèse dans justement dans cette volonté d'aller de devenir des spécialistes de sujets qu'on a choisis. En fait, on avait et là aussi de façon déjà bien ancrée dans notre organisation, dans notre savoir-faire, on avait accueilli un cabinet qui était spécialisé dans l'accueil de sociétés italiennes en France. Voilà, donc Hmm. c'était voilà, un cabinet qui est avec nous déjà depuis une quinzaine d'années. Donc, mais ça, c'est des équipes qui étaient en France, à Paris, euh, une équipe de 40 personnes et qui étaient donc spécialisées dans l'accueil de sociétés européennes, mais voilà, avec une connotation forte en italienne, donc de sociétés qui s'implantaient en France. Donc, on avait cette expertise, ce savoir-faire des entreprises qui voulaient. Donc ça, c'était j'allais dire la couleur internationale d'Orcom à l'époque. Quand en 2015 on se dit tiens, il faut qu'on travaille nos spécialités, il faut qu'on développe la branche internationale. Pourquoi? Parce que si on le replace dans le contexte économique du moment, nous l'international c'est 2017 exactement les opérations importantes qu'on a menées aux US, en Asie, c'était la même année du reste. Euh, le contexte économique en France, c'est un contexte économique de stabilité. Alors, 5-6 ans après la dernière crise financière, conjoncture, voilà, il se passait pas grand chose, voilà, on s'embêtait un petit peu quand même dans les affaires en France. Quand je dis on, c'est pas c'est pas les cabinets expertise comptable, c'est les entrepreneurs d'une façon générale. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand sur un territoire on s'embête? Bah, on regarde ce qui se passe ailleurs. Et c'est là aussi où on commençait à voir un peu les prémices finalement de cet entrepreneuriat en mode start-up, ces prémices finalement de cette mondialisation qui était devenue possible dans cette économie de service. Et finalement, beaucoup de clients, beaucoup de nos clients regardaient en tout cas, ou avait l'ambition, pourquoi pas, d'une implantation internationale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Soit on a une expérience, on a une solution à proposer, soit on n'en a pas. Bon, si on n'en a pas, évidemment, on a le risque que ce client-là, évidemment, se fasse accompagner par un sachant. Et du coup, s'il est accompagné par un sachant sur ce sujet-là, il y a un risque, évidemment, de ne pas pouvoir être la réponse à tous les projets de nos clients. Donc, voilà. Donc nous, on a voulu faire cette expérience-là. Donc et grâce à un de nos associés qui avait des contacts avec des confrères à l'international. Donc l'aventure, que ce soit aux US ou en Asie, c'est la même. Finalement, c'est l'aventure de confrères entrepreneurs euh, d'origine, enfin français, hein, d'origine, qui ont créé un cabinet dans ces pays-là, avec cette spécialité de l'accueil de sociétés françaises ou européennes, mais essentiellement françaises, donc aux US ou en Asie, voilà, et qui ont fait un parcours. Si je prends l'exemple des US, ça faisait une petite dizaine d'années que les deux fondateurs avaient créé ce cabinet-là, et donc au bout d'une dizaine d'années, avaient besoin finalement aussi voilà, d'être peut-être plus fort, de se rapprocher d'une organisation qui avait aussi cette envie de l'international. Donc voilà, on a pu faire ces opérations-là en 2017 donc US et Asie. Donc on a dans ces deux continents des équipes. C'est Orcom. Quand je dis c'est Orcom, c'est pas c'est pas juste donc un nom, c'est le cabinet que je parlais du mode d'intégration qui est le nôtre. Le cabinet aux US, c'est pareil qu'en France. Voilà, on a nos comités aussi de quinzaine avec nos associés sur ces deux continents, hein, donc sur un créneau horaire compatible, hein, pour que tout le monde puisse se parler à un horaire décent. Mais voilà, on se connaît parfaitement bien. Ils viennent régulièrement en France. On va régulièrement les voir évidemment aussi dans leur enfin, à New York, Boston, Miami, Los Angeles et San Francisco si on est côté US. Ça, c'est nos implantations. Voilà, on a à peu près 80 personnes aux US, donc on a vraiment des équipes solides et compétentes pour accueillir, pour accompagner nos clients en France qui voudraient aller à l'international. Donc on a cette possibilité d'accompagner un client qui veut aller aux US
Et si on a un client aux US qui veut s'implanter en France, on a le pendant avec nos équipes et notre site de la défense. Valentin, à quoi ressemble ta vie de directeur général d'une entreprise, d'un projet d'entreprise dont la mission, c'est une société de service qui propose à la fois des missions de conseil et d'expertise comptable, commissariat aux comptes. Euh, c'est quoi ta semaine, j'allais dire ta semaine type, et j'imagine que tu me diras j'en ai pas, mais globalement, qu'est-ce que tu fais? Moi j'aime à dire que j'ai un peu trois métiers, euh, alors qui n'occupent pas forcément en temps, qui sont pas équilibrés, je veux dire en gestion du temps, mais voilà. Mon métier originel c'est expert comptable et commissaire aux comptes. Donc j'ai euh, j'ai des clients, un portefeuille encore important et que j'ai besoin d'avoir pour rester évidemment au contact quand même de notre métier, de la réalité de ce métier-là, et aussi parce que ben on aime ça tout simplement, hein, être dans l'exercice de ce métier qui est voilà, je le redis, mais qui est de mon point de vue vraiment un métier passionnant, un métier vraiment où on trouve beaucoup de voilà de sources d'épanouissement et de gratification. Donc ça, c'est ce métier que voilà, je continue d'exercer, que je prends toujours autant de plaisir à exercer, notamment dans ce contexte particulier. Donc ça, c'est mon premier métier. Le deuxième métier, c'est le métier de dirigeant, hein, de directeur général d'une entreprise donc, qui s'appelle Orcom. Ce métier-là, c'est un métier aussi que j'adore, puisque c'est un métier évidemment, bah, il faut aller de l'avant, il faut donner le tempo, il faut aller à la rencontre de tous nos associés, de tous les sites qui sont dans notre domaine de responsabilité là. C'est les choix qu'on peut faire, c'est l'entreprise qu'on va rencontrer, etc. Donc voilà. Donc ça c'est mon deuxième métier. Le troisième métier finalement, c'est un métier qui rejoint ce pilier d'engagement sociétal que j'évoquais, c'est les mandats qu'on peut avoir à côté des autres et finalement qui servent hein, notre fonction de dirigeant, puisque donc moi j'ai la chance donc de présider le groupement l'Alliance Russe, hein, qui est bon, pour la positionner, mais qui est en c'est factuel, c'est le premier groupement indépendant de la profession en termes de chiffres et de collaborateurs, à peu près 7000 collaborateurs si on additionne les effectifs des 40 cabinets membres. Donc c'est une organisation très dynamique et qui nous permet finalement de mutualiser un certain nombre de choses. C'est un GIE hein, dans sa forme juridique, mais aussi qui permet de mener des réflexions à plusieurs et on a besoin aussi de se confronter dans cette période-là. Voilà, et puis j'ai aussi la chance d'avoir des mandats dans des organisations qui n'ont rien à voir avec notre profession puisque ce sont des organisations une pour une syndicale patronale, une autre une organisation de chefs d'entreprise de taille intermédiaire, voilà. Et donc, et dans l'exercice de ces fonctions, de ces mandats-là, bah, ça me permet aussi de côtoyer d'autres dirigeants, d'échanger avec eux, du coup d'être un meilleur directeur général quand je suis chez Orcom et un meilleur expert comptable quand je suis avec mes clients. Trop bien. Merci beaucoup, Valentin. Je vais te poser la dernière question que je pose traditionnellement à tous mes invités. Euh, Est-ce que la vie t'a appris quelque chose, que ce soit du côté personnel ou du côté pro, une sagesse que tu pourrais partager à nos auditeurs qui nous écoutent jusqu'à maintenant dans l'émission? Ah, ça, c'est une question, ouais. Généralement, elle toujours suscite une petite interrogation de la part des invités. Moi, je reviens sur cette notion de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Voilà, la vie réserve toujours son lot de moments agréables, de moments évidemment plus difficiles. Il y a toujours, même dans les moments difficiles, il y a toujours des choses positives à retenir, ou en tout cas qu'on peut regarder sous un autre angle. Voilà. J'essaye toujours de regarder les choses sous cet angle positif pour alimenter la case plaisir. Voilà, et toujours dans essayer d'avoir le plus souvent possible de sourire quand on arrive le matin, c'est le cas quasiment tout le temps. Euh, et puis voilà, et puis s'éclater dans ce qu'on fait. Euh, notre métier nous offre cette possibilité vraiment de faire tellement de choses. Voilà, on a une telle reconnaissance du monde économique, de la société d'une manière générale. Voilà, donc je ne peux que voilà
ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans une phase de questionnement, d'interrogation par rapport à est-ce que je vais au bout, est-ce que je passe le diplôme, est-ce que je reste dans cette profession, etc. Oui, faites-le. En tout cas, tentez l'aventure, l'expérience. Sincèrement, on peut pas s'ennuyer, il n'y a pas d'ennui possible, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de lassitude. Voilà, on ne peut que vraiment s'éclater. Alors oui, c'est intense, mais il faut aussi savoir se préserver, trouver ce juste équilibre qui fait qu'on peut aussi durer et qu'on peut être aussi plus performant dans la durée. Un immense merci à toi, Valentin, pour tout ton partage d'expérience. Pour nous, c'est beaucoup de valeur. C'est de l'or pour nos éditeurs parce que, tu vois, tu as fait tes gammes, tu as grandi dans un cabinet d'expertise comptable et je pense que tu as aussi très bien porté les couleurs du cabinet Orcom. Merci beaucoup. Si je veux mettre un petit lien pour que les gens puissent te retrouver, je mettrai ton profil LinkedIn en description de cet épisode et puis aussi le site internet de chez Orcom. Merci beaucoup, Valentin. Merci Nicolas, merci beaucoup pour ce temps et puis ce moment. Voilà, j'avais jamais fait. Donc voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser, eh bien, mettez les 5 étoiles, partagez, abonnez-vous parce que ça permet aussi d'aller chercher des invités toujours plus inspirants les uns que les autres. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!